For attending this evening's session, and of course to thank our hosts and organizers. This evening, the panel discussion is on protests in Iran and the role of the opposition. We have a very distinguished panel, and I'll be introducing our speakers in a moment. But I've been asked first to provide a few introductory comments on our topic. I thought it would be most useful to start by providing some historical perspective on where we are today, at this particular moment in time, by revisiting where we have been only a few short years ago and the significant progress that has been made by the democratic opposition to the regime in Tehran. When I was first asked to become involved with this project, more than 3,000 members of the MEK were being held virtual prisoners in a camp inside Iraq, Camp Ashraf. The conditions there were oppressive. These courageous individuals, both men and women, had risked their lives to help the United States when it entered the country to liberate the Iraqi people from Saddam Hussein. For their efforts, they were repeatedly threatened by members of the Iraqi government who were acting as proxies for the Iranian regime. And on at least 3 occasions, these unarmed, defenseless people were brutally attacked and murdered by the agents of Iran. The survivors were subsequently moved to another camp inside Iraq, the misnamed Camp Liberty. There, they were also subjected to inhumane treatment and periodic mortar attacks. Today, these brave men and women have been relocated outside of Iraq, beyond the immediate reach of Iran, in Albania, where they enjoy the protection of the Albanian government, which continues to resist efforts by Tehran to do harm. A few short years ago, the MEK was listed as a terrorist group by the U.S. State Department. Both Democratic and Republican administrations refused to examine the underlying evidence, thereby perpetuating the slander. The American and international media were all too willing to repeat this lie, that the MEK were terrorists and that anyone who supported them was complicit with terrorism. Yet today, the truth has prevailed, and the MEK has been removed from the terrorism list. This is a great victory for the democratic opposition and a blow to the mullahs in Tehran. Almost a decade ago, the people of Iran rose up and took to the streets to protest an election that they thought was corrupt and stolen from them. They were brutally repressed by the regime. And for years, the protests have been sporadic, with the Iranian people either too intimidated or too fatigued to take to the streets. But in the last few months, we've seen a change. All over Iran, we have seen protests erupt spontaneously, protesting the endemic corruption, protesting the economic mismanagement, protesting the support for foreign adventures in Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, and elsewhere, instead of investing in their own people at home. The fear of the regime is diminishing, and the people are once again finding their voice. A few years ago, Rudy Giuliani and John Bolton were private citizens, members of the American delegation, seeking justice for the MEK and a better future for all the people of Iran. Today, both men are in the White House, at the epicenter of power, close advisors to President Donald Trump. They know the justice of this cause and have seen firsthand the quiet dignity of Madame Rajavi. And today, President Trump has clearly marked out a different U.S. policy towards Iran, one that is calling them to account for their nuclear weapons and ballistic missile programs, their ongoing support for terrorism and insurrections around the region, and their massive violation of human rights at home. And the President's Secretary of State, Mike Pompeo, has stated that, quote, "The bet that the nuclear deal would increase Middle East stability was a bad one for America, for Europe, for the Middle East, and indeed for the entire world. It was clear that it did not end Iran's nuclear ambitions, nor did it deter its quest for regional hegemony." So the Trump administration has reinstated previous sanctions against Iran and developed new ones to hinder their nuclear weapons and ballistic missile programs, to block the financing of terror, and to raise the costs of their destabilizing behavior across the region. This is a very different message from America, with very different policies than just a few years ago. Finally,
A decade ago, Madame Rajavi was largely unknown in the United States, Europe, and the world. Today, she is widely respected as the determined and principled inspiration behind the leading democratic opposition movement. I, for one, cannot wait for her to visit the United States and outline her vision for a new Iran that ends the corruption, creates jobs for Iran's young people, respects the rights of all its people, and wants to play a constructive role in building a new Middle East. This is remarkable progress and in a very short period of time. The momentum has clearly started to shift. It is increasingly on the side of those who want a democratic representative Iran that can take its rightful place among the great cultures and countries of the world. Credit must go, first and foremost, to Madame Rajavi and the members of the NCRI in America, here in France, and all over the world, who have kept faith in this cause and worked tirelessly to bring to light the injustices of the Iranian regime and deliver the hopeful message that there is another, better way forward. Congratulations to all of you. So now, let's turn to the future. Because all of your hard work has created important new opportunities that you now must seize to move your cause forward. With a new president in the White House and a new policy towards Iran, the Democratic opposition now has an opportunity to reintroduce itself to the United States. This opportunity is likely to present itself only one time, and you must make the most of it. Many in America will rally to your cause, I am confident, if you can persuade them of your democratic credentials, your desire for a better future for all the people of Iran, an Iran that should be guided by the 10 principles articulated by Madame Rajavi. But the rules are now going to be changing for you. You are now going to be subject to far greater scrutiny than before, and you have to be thoughtful and strategic about how you present yourselves and your program. For example, we all know that there are those in the media and elsewhere who will allege that you are not a legitimate opposition movement at all, but a cult, or perhaps worse, that you are still a terrorist organization. They will try to diminish you and distort what you have to say. This cannot be allowed to happen. The good news is that you have many friends on your side, here on our panel and throughout America and Europe, who all want a better future for the Iranian people. We all want to help. We all want to see you and all the people of Iran enjoy the benefits of égalité, fraternité, and liberté. That is the goal, and we are today closer than ever before to realizing it. I would now like to introduce the distinguished members of our panel this evening. We have the great fortune of having Michael Mukasey, the former U.S. Attorney General. The former Director of the FBI, Louis Freeh. The Honorable John Baird, the former Foreign Minister of Canada. Yves Bonnet, the former governor and head of France's Internal Security Service. Strawn Stevenson, who has worked tirelessly on behalf of the NDP. And Sid Ahmed Ozali, the former Prime Minister of Algeria. So if we may start with the Attorney General, Mr. Mukasey, for some introductory comments. Okay. We are indeed at a very hopeful time, and I think though there are dangers lurking if we're not careful. Even as to this gathering, one report said that Speaker Gingrich and Mr. Giuliani were going to be addressing a controversial group. The problem with reporters is that when they go to write a story about something they don't know very much about, and that's most things, they have a tendency to simply read the file.
And so they're going to read the past clips and report what had been reported before. And so I can't stress strongly enough what Mitchell Reese said about the need to make it clear who we are and what we stand for, and that this organization is something different from what has been portrayed. So far as the uprisings in Iran, there is a material difference between what we saw before and what we see now. These are widespread. They are not confined to Tehran. They didn't start in Tehran. They are widespread throughout the country, and that is an enormously hopeful sign. In a perverse way, I think it may very well be that we owe a debt of gratitude, albeit a left-handed compliment, to the former President of the United States, who gave the Iranian government an enormous amount of money in connection with the JCPOA. And the population of Iran now sees that that money is not going into the economy, has not gone into the economy. They have seen no benefit from it. Instead, it's gone both to line the pockets of the people who oppress them and also in support of foreign adventures. And when you see the slogans at these uprisings, which are focused on telling the Iranian regime, we're not interested in Lebanon, we're not interested in the problems of the Palestinians, we're interested in the problems here. And we want the money used here. That is a very hopeful sign, and what it shows is the communication in Iran is alive and well. I think one thing that we could do that would be helpful would be to provide people in Iran with means of communication so that they can get the message out to one another and throughout the country, and keep this tide going. Thank you. Louis. Yeah, thank you, Mitch. It's a pleasure to be here with you, and thank you for your commitment, and particularly, I think all the members of the panel want to thank the young men and women, all the men and women in Iran who are, once again, coming to the battlefronts of liberty and leading the cause that's been supported so well here by the MEK. But I agree with Mitch that this is really a historic moment. I think there are a set of circumstances existing now that have never existed before, and it presents a very unique opportunity to break through the resistance to change and to democracy, and the MEK has been the catalyst for this. Monday passed this week, as you probably know, was the 22nd anniversary of the Khobar Tower bombings. 19 Americans and dozens of Saudis were murdered by that attack, which was a IRGC attack, which funded the Hezbollah in the eastern province to launch that attack against the United States, which ironically was enforcing the no-fly zone over southern Iraq. So what has changed and what has not changed? The regime and the IRGC continues to export terrorism, whether it's in Syria or Yemen or Iraq or the Gaza. That has not changed. All of the pressure that's being put on the regime, both internally and externally by the resumption of the U.S. sanctions, has not changed or deterred the primary goal of exporting terrorism. However, the command and control of the regime has begun to deteriorate very seriously. It's not just the students and academics who are upset and expatriates. As the Attorney General said, the anger and the activity and the courage being shown in the bazaar in Tehran, the capital city, is absolutely amazing. These are the shopkeepers, the backbone and the spine of the Iranian economy, and they are angry. Why are they angry? Well, it costs 64,000 riyals now to catch a dollar transaction. That's deteriorated from 40% just over the last few months and continues to get worse. The resumption of sanctions is a key change and a key catalyst. We're finding out more and more about the deficiency and really the impropriety
of the agreement that was struck by the last administration with respect to Iran. We found out just this week in the Washington Post that there was a secret arrangement where the Secretary of the Treasury, Jacob Lew, got OFAC to grant a license, and tried to coerce 2 American banks into doing dollar transactions with the regime. Very wisely, the 2 banks refused. And of course, the administration lied to the Congress about whether there was a side deal with respect to that. So the sanctions are back, and the impact is immediate. Not only won't Nike give cleats to the national team, but Total has pulled out of the South Pars 2 project, despite what their government would like them to do. Daimler, Siemens, all the other companies will not take the risk of violating the secondary sanctions. In Total's case, Total is a great test case. Total is a huge multinational French company, but 90% of its transactions are financed by US banks, and 30% of its shareholders are Americans. So that board, despite what the Paris government would encourage them to do, is not going to violate those sanctions. I think the combination of all these things at the same time is a very, very unique opportunity. And like any struggle, but particularly a struggle where people's lives have been lost and are at risk, it's really the time to push forward with confidence, with persistence, and with a vision. And I think part of that vision is getting Mrs. Rajavi over to Washington, D.C. I don't think a lot of planning is needed. She can do that standing on her head because she has the charisma, the personality, the intelligence, and the reasons to win her case in the United States. By the way, conditions will never be better for her to come to the United States. I don't think there's much risk of her not getting a visa. And many of the people on this panel will be there to greet her and to take her around the United States so the American people can see and everybody in every village and town in Iran will see the face and the spirit and the heart of democracy impersonated and exemplified by Mrs. Rajavi better than anyone else. So that's my elevator speech. We're going to talk about that this weekend. But it's an exciting time. It's a dangerous time, as the Attorney General said. But the people who are here this weekend have not shown any fear of danger or any reluctance to act. And I think now is the time to act and act boldly. Thank you. Very good. Thank you, Larry. Thank you. John, over to you. Well, thanks. Why are you going to Paris? And I said, well, that time of year where pro-democracy activists from around the world come together to support the Iranian people, and for me to give a speech tomorrow with my annual drumming of the mullahs. Someone else. I have met so many great friends, people of Iranian background, people from here in France, from the United States, from around the world, and I'm so pleased to stand in solidarity with you and with the Iranian people. The people of Iran will remember who was with them in these darkest hours these past 4 years. Why does it matter that people from around the world who come together and share the same values, freedom, human rights, democracy, the rule of law, tolerance, pluralism, why does it matter that we speak to the people of Iran, whether it's online or through video right now? I had the opportunity to meet Natan Sharansky. Natan Sharansky was a Soviet refusenik, and he was sitting in a gulag somewhere in Saudi Arabia, being held in prison by the then Soviet Union. Siberia, sorry. What did I say? Saudi Arabia. Saudi Arabia, sorry. I love the Saudis, no. Don't tell Prince Turkey I said that. Sitting... Wow. Thank goodness I'm with friends.
But he was sitting in that prison, he was sitting in that gulag, and an American president had the courage and the guts to reject the foreign policy establishment. An American president had the courage and the guts to push aside the advice that he got from the State Department. An American president named Ronald Reagan had the courage to say that the Soviet Union was an evil empire. And when they heard that languishing in that gulag, it gave them hope. It gave them courage, it gave them strength to soldier on, to seek a better way. And in many ways, that's what we're all doing here, is to give hope to the people of Iran. You know, Iran has a phenomenal history. It has a phenomenal culture. It has the potential to take its place, its rightful place, as one of the leading nations of the world. It has great people, great education, and great potential, great natural resources. The only thing holding the people of Iran back are the mullahs, and we must come together to stand with the people of Iran. Our challenge is to inspire these disparate parts of the opposition in some 142 communities, whether it's those who are oppressed because of the poor economic conditions and deteriorating economic conditions, whether it's those fighting the political battle in Tehran, whether it's on a bridge in Tehran, in a market in Tehran, or throughout the country. We must rally these people to come together and fight for a better life, a better quality of life, and a better future for their country. When change comes, the change will happen very, very quickly, and I am convinced that a brighter day lays ahead for the people of Iran. And when it happens, all of us will be able to say we played a small part in making that happen. Thank you so much. Thank you, And John. if I might, if Madame Rajavi is a leader of a cult, sign me up. Thank you, John. Monsieur Bonnet. Oui. Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, je vais vous parler de la relation entre les États-Unis et l'Iran. Et je commencerai par vous dire que c'est la première fois depuis 65 ans qu'un président américain comprend quelque chose à l'Iran. Nous avons une expression en France qui dit « tout baigne dans l'huile ». Effectivement, toute la relation entre les États-Unis et l'Iran baigne dans l'huile, c'est-à-dire baigne dans le pétrole. Le paradoxe le plus extraordinaire est que la démocratie américaine, une vraie démocratie comme la nôtre, qui a tout pour comprendre les idéaux, la voie, le sens de l'action de l'OMPI et du Conseil national de la résistance, qui partagent les mêmes vues, qui partagent les mêmes principes, n'a rien compris et a fait depuis 65 ans exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, les Français se moquent de M. Trump. La presse française, évidemment le brocarde, la classe politique aussi. Alors, au risque de paraître un vilain petit canard, je vous dirais que c'est le premier président américain qui comprend quelque chose à la politique extérieure et en particulier à la politique qu'il faut mener au Proche, au Moyen-Orient et particulièrement en Iran. Alors, je vais aller très vite, mais je vais quand même vous rappeler que lorsque le docteur Mossadegh, dans une démarche légitime, patriotique et intelligente, a décidé de nationaliser l'Anglo-Iranian Company, c'est-à-dire mettre fin à la mainmise de la Grande-Bretagne sur le pétrole iranien, les États-Unis, en l'occurrence la CIA, ce n'est pas votre service, mon cher collègue, c'est celui d'à côté, et les Britanniques ont fomenté un coup d'État qui, en 1953, a abouti à renverser le docteur Mossadegh. Énorme erreur. Le docteur Mossadegh était un démocrate. Les Américains n'en savaient rien. Ensuite, les Américains, aidés d'ailleurs des Israéliens, ont aidé le Shah, qui était quand même objectivement un dictateur. Évidemment, à côté des mollahs, il pourrait passer pour un modéré, mais c'était un véritable dictateur. Ils ont aidé le régime impérial
à régner par la force, et en particulier, ils ont répondu à cette attente qu'ont tous les régimes dictatoriaux de disposer d'une police politique qui lui permet d'assurer la permanence de son pouvoir. Et lorsqu'en 1965, un certain nombre de jeunes gens, de jeunes intellectuels iraniens, ont décidé de se dresser contre le pouvoir féodal du Shah d'Iran, ils ont trouvé en face d'eux cette police politique formée par les services américains et les services israéliens. Deuxième erreur. Les États-Unis n'ont pas cessé, évidemment, de soutenir le Shah jusqu'à ce qu'à la faveur du choc pétrolier, le Shah se sente pousser des ambitions, veuille, à juste titre d'ailleurs, entrer dans la voie du nucléaire, et pas seulement civil, probablement du nucléaire militaire. Mais là, il y a eu évidemment un coup d'arrêt donné par les États-Unis et par tout l'Occident. Nous étions complètement solidaires et nous avons donné un coup d'arrêt, évidemment, à cette volonté du Shah de s'émanciper. Ça a été le sommet de la Guadeloupe, un pays que je connais bien puisque j'en ai été le préfet, et la décision prise par Jimmy Carter de laisser tomber le Shah. Les États-Unis n'ont pas été très brillants dans cette affaire, la France n'a pas été plus brillante, c'était à pestiférer. Il a fallu qu'un homme qui avait un certain courage, qui s'appelait Sadat, accueille le Shah d'Iran et lui rende les honneurs qu'il méritait pour que l'affaire en reste là. Mais les Américains avaient passé un accord, les services américains, pas forcément le gouvernement, pour mettre au pouvoir une diarchie avec l'ayatollah Khomeini, dont tout le monde pensait qu'il était podagre et gâteux, et Mehdi Bazargan, l'un à Téhéran, l'autre à Rome. L'ennui, c'est que celui qui était à Rome ne s'est pas contenté de rester à Rome, et il est rapidement venu à Téhéran. Vous connaissez ensuite l'histoire avec des épisodes qui sont, je crois, douloureux pour la fierté américaine, l'invasion ou l'envahissement, comme on voudra, de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, l'équipée malheureuse du président américain qui a essayé de récupérer les otages à la faveur d'une expédition dont je crois que même l'armée française fait beaucoup mieux. Je ne vais pas dire de mal de l'armée française, entendons-nous bien. Enfin, une nouvelle, comme on dit dans le midi de la France, une nouvelle cagade. Je vous ferai traduire le mot ensuite par des... Et les choses n'en sont pas restées là. Nous avons eu ensuite la persistance des États-Unis de vouloir à tout prix complaire au régime des mollahs, et alors que dans la guerre Iran-Irak, la France avait clairement pris le parti de l'Irak. La France de François Mitterrand, qui avait accueilli Massoud Rajavi en France. La France, là-dessus, a été parfaitement claire. Eh bien, alors que nous aidions l'Irak, nos amis américains, en douce, aidaient l'Iran et ont sauvé probablement l'Iran d'un désastre militaire à la faveur de ce qu'on a appelé l'Iran Gate. Ce n'était malheureusement pas fini. Un certain nombre d'années ensuite, ou plus tard, les États-Unis ont été un des premiers pays à coucher l'OMPI sur la liste noire des organisations terroristes. Énième erreur, parce que l'Europe, qui fait beaucoup de suivisme vis-à-vis des États-Unis, et M. Trump a raison d'ailleurs de conseiller aux Européens de prendre un peu de distance. Les États-Unis, quand ils ont évidemment couché l'OMPI sur la liste noire des organisations terroristes, ont été suivis par l'Europe, et il s'en est fallu de très peu, de très peu, du courage, de l'obstination, de l'organisation de l'OMPI et du CNRI, que cette décision ne soit définitive et ne sonne définitivement le glas des ambitions et des légitimes revendications à l'indépendance
à la dignité et à la justice et à la démocratie du peuple iranien. Ce n'était pas pour autant fini. En 2003, les États-Unis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre de journaux américains, car, Monsieur le Président, j'ouvre une grande parenthèse pour dire que vous avez, vous, une immense qualité que vous n'avez pas, que nous n'avons pas, c'est que vous savez reconnaître vos torts et qu'on peut tout vous dire. Les Français, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, ils sont une vieille femme un petit peu chochotte, hein, qui aime bien les compliments et qui n'aime pas trop qu'on la critique. Mais les États-Unis sont ainsi qu'on peut s'exprimer librement. C'est pourquoi je le fais. Alors, il y a eu ce grand complot, les services américains et les services français. Thank you so much for that. Il y a eu ce que j'ai appelé ce grand complot en 2003, où les États-Unis et la France ont conclu avec le VEVAC, la police politique de l'Iran, un accord au terme duquel on allait mettre fin aux activités de l'OMPI. La manœuvre se déroulait en 2 temps. En Iran, les Américains qui avaient envahi l'Iran, sur quoi, à mon avis, ils auraient mieux fait de faire autre chose, mais c'est mon point de vue, les Américains se sont précipités sur les camps de l'armée de libération nationale iranienne, qui étaient les unités militaires de l'OMPI. Ça s'est d'ailleurs pas passé sans dégâts, parce qu'il y a eu tout de même une 50aine de morts. Je dirais que c'est fort peu dans le tableau final, mais tout de même une 50aine de morts de membres de l'ONPI ont trouvé la mort. Et donc, on devait normalement, si tout se passait comme convenu, mettre fin aux activités des moudjahidines du peuple en Iran. Heureusement, il s'est trouvé des militaires américains intelligents, ça arrive, qui n'ont pas obéi aux ordres, qui se sont aperçus qu'ils n'avaient pas en face d'eux une bande de criminels, mais des gens qui avaient un idéal, une organisation, et que finalement, la conception que la résistance iranienne avait de l'organisation politique en général, des droits de l'homme en particulier, était tout à fait la leur. Donc, ils ont freiné, et ils ont arrêté, et ils ont empêché que les moudjahidines du peuple soient purement et simplement renvoyés en Iran, où on sait très bien quel sort les attendait. Quant aux Français, ils ont été encore pires. Ils ont été encore pires car eux devaient mettre fin aux activités de l'état-major de l'OMPI qui est à Auvers-sur-Oise. Il y a là 150 personnes, dont d'ailleurs beaucoup de femmes, pas toujours très jeunes, et la police française s'est couverte de gloire en envoyant 1500 policiers et gendarmes, 1500, hein, pour arrêter ces 150 personnes, les transférer à Paris, les interroger, les mettre en garde à vue et décider de leur expulsion. Et de leur expulsion où? Évidemment, vers l'Iran. Là, ce n'est pas l'armée qui a réagi, c'est la justice. La justice administrative, la justice judiciaire, qui a refusé, en vertu des principes juridiques qui sont les nôtres, et qui ont refusé cette expulsion, et par conséquent, la mesure est tombée. Mais il s'en est fallu de fort peu, à ce moment-là, que la résistance ne disparaisse. Madame Radjavi a été arrêtée. Elle a comparu. Elle a comparu devant un juge, qui d'ailleurs, entre parenthèses, lui a fait enlever son voile, ce qui est une marque d'irrespect absolument ridicule et inutile. Et ça a été peut-être le coup d'arrêt de cette offensive, ça a été le moment, plus exactement, le commencement d'une nouvelle relation et d'une nouvelle compréhension de ce que pouvait représenter l'OMPI. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que l'OMPI s'est retrouvé avec un leader, Mariam Radjavi, qui n'a pas cédé, qui a montré un courage absolument extraordinaire à ce moment-là. Elle a tenu la maison, comme on dit, et la maison ne s'est pas écroulée. Et loin de s'écrouler, elle a pu commencer
a regagné du terrain. Elle a regagné du terrain pourquoi? Parce que dans le même temps, bénéficiant des réseaux dont elle dispose au sein de l'Iran, au sein de la population iranienne, et je peux vous dire jusqu'au sein des instances dirigeantes iraniennes. J'en ai des preuves, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, bénéficiant et profitant évidemment de cette imprégnation très forte de la résistance iranienne au sein de l'appareil iranien, on a pu découvrir, les gens de la résistance ont pu découvrir que l'Iran, qui abusait tout le monde, était en train de fabriquer la bombe atomique, l'arme atomique. D'ailleurs, entre autres raisons, entre autres explications, il y en avait une qui crève les yeux de tout le monde, sauf des diplomates, qui est une espèce évidemment un peu particulière, c'est que les activités nucléaires iraniennes se déroulaient dans des tunnels. Généralement, quand on fait quelque chose dans un tunnel, c'est plutôt pour se cacher. Hein, n'importe quel crétin le sait, mais nos dirigeants, manifestement, ne semblaient pas beaucoup s'en rendre compte. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a eu la preuve que l'Iran était en train de construire la bombe atomique, les choses ont un peu changé. Malheureusement, le président américain, qui est arrivé ensuite, dont je ne dirai pas le nom parce que tout le monde le connaît, a voulu, lui, évidemment, avoir son heure de gloire, apparaître comme... Il avait eu le prix Nobel dès sa première année de présidence. C'est assez extraordinaire, c'est unique dans l'histoire du prix Nobel. Bon, enfin, je ne l'ai pas cité, mais tout le monde a compris. Il s'agissait de M. Obama. Bon, M. Obama a absolument voulu avoir son heure de gloire et son franc succès en négociant avec l'Iran. Mais c'est le genre de pays avec lequel il ne faut pas négocier, justement. Et ça, M. Trump, lui, il l'a parfaitement compris. Alors, les choses, évidemment, se sont un petit peu embrouillées pour beaucoup, mais M. Obama, suivi évidemment par le président français, suivi par le Premier ministre britannique, ont conclu cet accord du 14 juillet 2015. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le 14 juillet? Ce n'est pas très glorieux pour notre fierté à nous, c'est notre fête nationale. Ils auraient pu prendre le 4 juillet, ça aurait été le jour de votre fête nationale. Mais ils ont pris le 14 et on a conclu cet accord. Dont j'ai personnellement dit dès le départ, sans attendre M. Trump, que je ne connaissais pas, que c'était un mauvais accord. Et pourquoi c'était un mauvais accord? Parce que quand vous voulez l'arme nucléaire, il faut deux choses. Il faut l'engin, l'explosif, la bombe, ce qu'on appelle vulgairement la bombe, mais il faut le moyen de le transporter. Si vous n'avez pas de vecteur pour transporter l'arme nucléaire ne vous sert à rien. Or, aujourd'hui, dans le monde actuel, le vecteur, ça n'est plus la composante pilotée, c'est-à-dire l'aviation, c'est ou le missile balistique intercontinental ou le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. L'Iran n'a pas de sous-marin nucléaire lanceur d'engins et n'est pas prêt d'en avoir, quelle que soit l'affection que la Russie de M. Poutine lui porte. Par contre, l'Iran a des vecteurs, l'Iran avance beaucoup dans le domaine de la balistique intercontinentale et il a d'ailleurs, pour l'aider, pour soutenir ses efforts, pour collaborer, un excellent partenaire dans la Corée du Nord, dont tout le monde sait que c'est également un régime qui prêche la paix. Alors voilà, il suffisait de se rendre compte, avoir l'obstination des Iraniens de vouloir continuer à travailler dans le domaine balistique. Ils le disent toujours, que c'était bien évidemment, c'était l'Eureka du savant grec dont j'ai oublié le nom, mais alors, ça me reviendra, et Archimède. Et c'était l'Eureka d'Archimède. À partir du moment où l'Iran voulait accéder à la capacité d'envoyer des vecteurs, donc des missiles balistiques intercontinentaux, c'était évidemment pas, je l'ai dit à l'époque, pour transporter des caisses de fromage, mais purement et simplement des engins de destruction massive. Voilà. Heureusement, il y a eu les élections américaines. Heureusement,
M. Trump a été élu, heureusement. M. Trump qui n'a peut-être pas fait ses humanités dans les plus grandes facultés américaines, encore que je n'en sais rien, mais en tout cas qui a cette qualité qu'on devrait cultiver chez tous les hommes d'État, le bon sens et le courage. Il a évidemment découvert la poule aux œufs d'or, hein, et il a expliqué que cette politique de complaisance vis-à-vis du régime conduisait évidemment à la faillite. Il a eu beau jeu de se référer à toutes les tromperies dont le régime s'est rendu l'auteur à l'égard de tous les pays qui ont discuté avec lui, et nous en sommes aujourd'hui j'en reviens maintenant à mon point de départ, nous en sommes aujourd'hui à ce constat que, pour la première fois depuis 65 ans, nous avons aux États-Unis, pays le plus puissant du monde, hein, un président qui comprend quelque chose aux affaires de l'Iran. Oui, merci beaucoup. Thank you. Thank you, Mr. Bonnet. Over to you, Mr. Stevenson. Thank you very much. The session this afternoon is to focus on the protests and the role of the opposition. I've been transfixed watching television over the last month about the volcano in Hawaii, looking at the constant tremors, the earthquakes, the explosions. And it occurred to me before coming here that geophysical phenomenon has a lot in common, a lot in parallel with the political situation in Iran. You've seen since last December, with the massive uprising, not only in Tehran, but over 142 cities, 31 provinces, tens of thousands, hundreds of thousands of people taking to the streets. Mitchell, you said in your opening remarks that people have found their voice again. The 80 million population of Iran, half of them are under the age of 30. But these young people are prepared to risk their lives going onto the streets in protest. And believe me, watch what happens in Hawaii. There is going to be an eruption of volcanic proportions which sweep away this evil regime. You know, the regime, of course, has retaliated in its time-honored fashion, sending out the IRGC, its Gestapo. They've arrested 8,000 people. 14 of them have been tortured to death in prison. They then claimed to the relatives and to the international press that these young people had died of drug overdoses in prison. Do you know, the people who are taking to the streets have had enough. They look at the way the mullahs have stolen their money. They look at the way that the mullahs are using the wealth of Iran to finance Bashar al-Assad, now in his 7th year of that bloody civil war, to finance the brutal Shia militias who are desiccating the Sunni population of Iraq, to finance the Houthi rebels in Yemen, to finance Hezbollah. And the people are saying, enough. You see this in the chants where they're saying, death to Khamenei, death to Rouhani, death to Hezbollah. Forget Syria, what about us? This is no longer what the Western press pretend. It's no longer a fight between the moderates and the hardliners. There are no moderates. Rouhani, because he smiles to the camera, is not a moderate, or he wouldn't be president. He is an evil monster like all the other mullahs. But one of the interesting factors arising from this series of protests, which
this very week has taken place in the Grand Bazaar in Tehran. The merchants, the shopkeepers in that Grand Bazaar were the traditional backbone of this regime. But they are protesting. They are protesting at the collapse in the economy, the collapse in the rial. They can no longer afford to buy goods, to sell to the people, and the people have no money to buy the goods anyway. They are now saying we've had enough. But the interesting thing that has emerged from all this, the leaders in Iran, Khamenei himself, Rouhani, they are now pointing the finger of blame at the MEK, at the PMOI. They used to say the PMOI are an irrelevant little grouplet. They're only a nuisance. They're nothing to take seriously. Now they are saying they're behind the uprising. They are taking them seriously. Because you know they fear Mrs. Rajavi. And the reason they fear Mrs. Rajavi is because they fear democracy, they fear justice, they fear freedom. But it's interesting, you know, that whenever you get the international smell of the collapse of this evil dictatorship, then political opportunists start to slither out from under the stones of history. Last week, we saw Reza Pahlavi giving an interview to Bloomberg News. Reza Pahlavi, who for 4 decades has remained silent, living off the billions of dollars that his dictator father and his family robbed from the Iranian people. But now suddenly he has found his voice. He wants to be heard. He told Bloomberg News that his strategy was the reintegration of non-corrupt, non-criminal members of the paramilitary forces. This will be his new replacement regime. Well, he's going to have some difficulty finding non-corrupt, non-criminal members of the IRGC. But you know, it's time Europe followed America's lead. We heard very eloquently from Yves Bonnet how Donald Trump has torn up the nuclear deal, which was an absurdity from the beginning. Imagine signing a deal that forbade any nuclear inspectors from going into any military establishments in Iran, which of course is where all the nuclear activity is taking place. It was an absurdity. And releasing the billions of money that was tied up in sanctions, which were immediately used for rearming Bashar al-Assad, for rearming the Houthi rebels, Hezbollah, the Shia militia in Iraq. Ludicrous. Now Europe has got to stand up and be counted. Do you know our High Representative for Foreign Affairs, Federica Mogherini, she has lost all credibility since she went to Tehran, wore the veil, stood for selfies with the mullahs, and now, on the day she was there, they hanged 5 people. And now the mullahs are saying to the Europeans, we want you to compensate us for all the money we will lose now that Trump has torn up the nuclear deal, trying to blackmail Europe into doing this. And the European leaders are taking the mullahs seriously. Well, you know, I have a message for all those European companies who seem to have forgotten the words human rights when they try to sign these rich commercial deals with the Iranians. For every dollar that they make in Iran, they're going to lose $1,000 in America. The reality is they cannot continue to do business with this evil Iranian regime. The days of Obama's appeasement policy are over. The days of Neville Chamberlain are over. And while we were talking earlier about inviting Mrs. Rajavi long before time to America,
Why has she not been invited to the United Kingdom? She has been to almost every capital in Europe, but the UK are still saying she's not welcome. So the EU have got to wake up and smell the coffee. They've got to back the American position on this. The UN Security Council have got to start taking action against the mullahs for the 30,000 political prisoners who were executed in 1988. Political prisoners hanged for opposing the mullahs' regime, and nothing has been done about it. One of the biggest crimes against humanity since the end of the Second World War. It's time the UN stood up and was counted as well. We, the people of Iran, and we, the people of Europe, are expecting more from our leaders. I am ashamed as a former MEP that we have a high representative like Federica Mogherini who is prepared to go and have selfies taken. We are facing very quickly the volcanic eruption that I spoke about. We are facing the end of this regime, and it is our job to see that the PMOI, the MEK, and Mrs. Rajavi are in position to take power to restore democracy, restore freedom, and restore justice to the people of Iran. They are praying for that day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Strong. Mr. Prime Minister, over to you. Thank you, Mr. President. Let me speak in French because my English is too poor. Je suis toujours réconforté quand j'assiste à ce type de réunion parce que depuis 16 ou 17 ans que je suis à 100% derrière la cause de l'Iran, de la résistance iranienne, parce que je considère tout simplement que la cause que défend la résistance iranienne, ce n'est pas seulement une cause iranienne, c'est une cause qui nous intéresse, nous tous, et qui nous interpelle, nous tous, en tant que citoyens du monde. Il y a 70 ans, je crois, c'est en 1939, deux gouvernements, le gouvernement français et le gouvernement britannique, sous la direction de Daladier et Chamberlain, si je ne me trompe pas, sont allés à Munich en 1938. Avec les meilleures intentions du monde, ils croyaient pouvoir apaiser Hitler, dictateur de l'époque, en lui cédant l'Autriche et les Sudètes. Car il leur a promis, il leur a dit, si vous me donnez ça, je ne ferai pas la guerre. Et quelques mois après, la Pologne était envahie. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que les puissances occidentales peuvent commettre des erreurs tragiques, et que l'histoire bégaye et a recommencé avec cette histoire iranienne. C'est ce qu'il va dire à Churchill, il a dit, parce qu'à l'époque, ce qui dominait, il y avait la République de Weimar qui a succédé à la Première Guerre mondiale, qui était la plus belle et la plus démocratique des républiques. Ça n'a pas empêché de tomber entre les mains du pouvoir nazi. Et Churchill, quand il y a eu la guerre, il a dit aux deux gouvernants, vous avez cru gagner la paix en cédant l'honneur, vous avez eu et la guerre et le déshonneur.
Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je cite ce fait? Parce qu'il y a une ressemblance étrange avec l'attitude que j'espère passer des Occidentaux vis-à-vis de la résistance iranienne, qui est basée exactement sur la même erreur tragique. En 1997, il y avait l'arrivée à la présidence de la République iranienne Khatami, qui était considéré comme étant un modéré. Et je ne sais pas qui a mis dans la tête des démocrates, mais à l'époque, ils ont dit nous allons résoudre ce problème iranien en favorisant l'éclosion d'un courant modéré. Et pour favoriser ce courant modéré censé être représenté par Khatami, ils ont sacrifié purement et simplement la résistance iranienne. Et ils l'ont inscrite dans la liste des organisations terroristes. Les États-Unis ont été suivis par le gouvernement, l'administration Blair, et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Stroh, lui-même a dit, nous avons inscrit l'OMPI dans la liste des organisations terroristes pour apaiser le gouvernement iranien, pour apaiser le régime de Mollah. Alors, et c'est ainsi que depuis 20 ans, nous entendons parler des milliers et des milliers de mots qui sont prononcés à droite et à gauche sur la scène politique internationale. On parle tantôt du chiisme et du sunnisme, du nucléaire, etc., des affaires économiques, mais jamais du peuple iranien. C'est comme s'il n'existait pas. Struan Stevenson a cité tout à l'heure le cas des massacres de 1988, c'est-à-dire la fin de la guerre, où il y avait plus de 30 000 prisonniers politiques dans les geôles des mollahs, et que c'était des prisonniers qui avaient été condamnés par la justice iranienne. Les uns à 3 ans de prison, les autres à 10, les autres à 15, les autres à 20, et certains survivants sont ici d'ailleurs, dans cette salle, et en Europe, ils peuvent témoigner. Une simple fatwa de Khomeini a fait que ces 30 000 prisonniers ont été pendus, exécutés. Dans un silence assourdissant, la communauté internationale, le monde occidental, qui n'a de mots que pour les droits de l'homme, la justice, la paix, eh bien, il s'est tu. Il s'est tu. Ce n'est que maintenant que l'ONU, depuis l'an dernier, a ressorti cette affaire et dont nous espérons que pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations unies a soulevé ce problème et nous espérons qu'il conduira à passer les mollahs par le tribunal pénal international. Parce que c'est un crime contre l'humanité qui a été commis et sur lequel la communauté internationale s'est tenue. Alors, j'en viens à l'histoire de courants modérés. Comment peut-on commettre des bévues monumentales au niveau des plus grandes puissances? Il ne peut pas y avoir de régime des mollahs modéré. Pourquoi? Parce que le régime des mollahs est basé sur l'instrumentation de la religion musulmane à des fins politiciennes. Et ce régime qui, au nom de l'islam, a tué des dizaines de milliers d'Iraniens et les a exécutés, tout simplement parce qu'ils se sont opposés à son action, ne peut pas être modéré, ne peut pas avoir un courant modéré. L'islam qui se définit comme étant la religion du milieu, din al-wasat, l'islam se définit dogmatiquement comme la religion du milieu. L'islam il déteste les extrêmes. Donc, on ne peut pas, si on a la moindre connaissance de la situation de cette région-là, on ne peut pas comprendre que ceux qui tuent des innocents puissent être modérés. Et dans le Coran, tuer des innocents est défini exactement comme dans ces termes-là comme un crime contre
l'humanité. Alors, comment les Occidentaux peuvent-ils se tromper de cette manière-là? Je sais qu'ils l'ont fait avec les meilleures intentions du monde. Mais en politique, messieurs, ce n'est pas les intentions qui comptent. Ça, c'est des mosquées. Dans les églises, l'intention est importante. En politique, ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Et la politique qui a été menée par les Occidentaux et son attitude de complaisance vis-à-vis du régime nouveau-là, c'est quelque chose qui menace pas seulement le peuple iranien, mais l'humanité entière. Car la problématique iranienne, et ça est bien celle-là, la problématique iranienne, ce n'est pas une question d'opposition entre le chiisme et le sunnisme. Ça, c'est faux, c'est complètement faux. La meilleure preuve, c'est que qui tue le plus de chiites, qui massacre le plus de chiites, c'est un régime chiite, c'est le régime des mollahs. Donc ce n'est pas une affaire d'opposition, ce n'est pas une affaire de rivalité entre telle et telle puissance, entre l'Arabie saoudite par exemple, parce que c'est maintenant qu'on dit, c'est la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais pas du tout. C'est que moi j'ai vécu ça. J'ai connu l'Iran du Shah et j'ai connu l'Iran de la République dite islamique. Et j'ai entendu de mes oreilles, j'étais à 3 mètres, le Shah d'Iran, dire à Alger en 1975, en mars 1975, l'Iran sera en 1980 la quatrième et peut-être même la troisième puissance militaire et industrielle du monde. Regardez comme les dictateurs finissent par croire à leurs propres fantasmes. Les mollahs ne veulent faire... C'est une autre dictature, et c'est ça la tragédie iranienne. C'est que la tragédie, la dictature du Shah n'a été abattue que pour laisser la place à une autre dictature encore plus cruelle, parce qu'en plus de ça, c'est une dictature religieuse. Donc le travail que nous avons à faire, c'est absolument rétablir la vérité de la problématique iranienne. La problématique iranienne, c'est celle-là. Il y a une dictature, et vous savez que les dictateurs, pour s'imposer, pour mieux s'imposer à leur peuple, ils cherchent l'expansion. Ils cherchent à s'étendre vers l'extérieur. Vers l'extérieur. L'Iran s'est fixé dans son objectif par écrit, veut dominer le monde arabo-musulman. L'Iran, le régime des mollahs, veut dominer, et comment le dominer? Par la déstabilisation. Regardez ce qui se passe. Les 4 centres de violence guerrière en Irak, qui est derrière? L'Iran. En Syrie, qui est derrière? Le régime des mollahs. Au Liban, qui est derrière? Le régime des mollahs. Au Yémen, qui est derrière? Le régime des mollahs. Et j'ai vécu moi-même en tant que chef du gouvernement sous la présidence de Boudiaf, qui est le chef le plus prestigieux de la lutte de libération nationale algérienne. Mohamed Boudiaf a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran en 1992, j'étais son chef du gouvernement. Pourquoi? Parce que cet Iran-là, nous avons constaté qu'il a soutenu matériellement, politiquement, financièrement, militairement, le terrorisme en Algérie, ce terrorisme que Yves Bonnet connaît bien. C'est un directeur de la sûreté du territoire. C'est l'un des rares responsables, qui a été du côté de l'Algérie pendant la période du terrorisme. C'est l'un des rares. Et à ce moment-là, le gouvernement français s'était tu. On a laissé l'Algérie, même le gouvernement américain, vivre pendant 10 ans les affres du terrorisme parce que ça n'arrive qu'aux autres. On ferme les yeux comme l'autruche met la tête dans le sable quand il y a un danger. Alors, la réalité, c'est que les mollahs ont inscrit dans la Constitution sous le terme de exportation de la révolution islamique. C'est dans leur Constitution. Ils veulent exporter la révolution, ce qu'ils appellent la révolution islamique, qui n'a rien d'islamique, à travers le monde pour mieux le dominer. Et ce qui se passe actuellement par les zones du Golfe, ils veulent exclure la famille saoudienne de Hijaz, qui est l'emplacement des lieux les plus prestigieux de la religion islamique, pour pouvoir dominer le monde en mettant la main sur le Hijaz, sur la Mecque et sur Médine. Donc, il faut bien se mettre en tête que ce qu'on appelle cette opposition, on avait à tort
La résistance, l'OMPI, le CNRI, c'est d'abord un mouvement de résistance. Ce n'est pas un simple parti politique qui est là pour contester le pouvoir à un pouvoir en place. Car l'action de l'OMPI, elle ne date pas de 1979, elle date du Shah. Et ce sont eux principalement, comme l'a dit Yves Bonnet, les successeurs, les fils spirituels de Mossadegh, qui ont fait tomber le Shah. Moi, je peux vous dire, j'étais trop jeune à l'époque, le président de l'Union des étudiants algériens, pendant la guerre de libération algérienne, est allé visiter l'Iran du Shah. Il a rencontré le Khomeini sur la place. Qui lui a présenté Khomeini? C'était le Shah. C'était le Shah qui les a envoyés, qui les a présentés à Khomeini. Donc, il y a là ce que j'appelle des erreurs tragiques, hein, qui font que des gens, en apparence, paraissent comme antagonistes, mais en réalité, ils sont comme cul et chemise. Et notre devoir est de rétablir cette vérité. Cette vérité. L'opposition iranienne, ce qu'on appelle l'opposition, c'est la résistance iranienne. On a dit qu'ils ne sont pas représentatifs, mais quand on a payé de 120 000 de ses membres une lutte politique, ça, c'est pas de la... Regardez, il y a les instruments audio existent jusqu'à maintenant. Massoud Rajavi, il y a des films, des documents audiovisuels qui montrent des meetings qu'organisait Massoud Rajavi en 1980. Il réunissait 500 000 Iraniens à Téhéran. 500 000. Et c'est maintenant seulement que ce mouvement qu'on considère comme non représentatif, innocemment, Khamenei dit, derrière ces manifestations dans 142 villes iraniennes, les plus importantes, c'est l'OMPI qui est derrière. Quelle plus belle reconnaissance du fait que l'OMPI peut déclencher la révolution en Iran. Et c'est pour ça que Mme Rajavi, depuis des années, bien avant l'accord dont a parlé Bonnet, bien avant, elle a dit la solution du problème, ce n'est pas la négociation. Parce qu'un dictateur, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Il peut vous promettre tout. Il ne vous donnera rien. Ce n'est pas non plus la guerre, parce qu'elle servira le régime en place, elle le présentera comme une victime. Et c'est là qu'elle a parlé, elle n'a pas jamais cessé de parler de la troisième voie. La troisième voie, c'est laisser le peuple iranien se débarrasser de ce régime. Et seul le peuple iranien le dégage. Et le peuple iranien, il a une seule organisation qui le représente et qui est capable de constituer une alternative. Et qui est capable qu'il il ne suffit pas que le régime tombe, parce que le régime peut tomber et le pays est tombé dans le chaos. C'est ce qui est arrivé en Libye. Hein, ce qui est arrivé en Libye, parce que la Libye n'avait pas l'équivalent d'un pays. Et le peuple iranien a la chance d'avoir un peuple. Demain, ce régime s'écroule, il y a le peuple qui est là, qui peut actionner et qui peut, disons, véhiculer les mouvements vers le positif. Maintenant, reste les affaires économiques. Là aussi, les Occidentaux se trompent. Hein. La rafle scélérate que nous allons commémorer demain, dont a parlé Yves Bonnet, c'était simplement pour gagner un contrat pour une société française. Mais si on veut vraiment, et il faut parler de l'économique, mais l'économique, c'est quoi? C'est les échanges, c'est l'importance des échanges commerciaux entre l'Occident et l'Iran. L'Iran est incapable d'échanger, sauf quelques contrats, parce que le régime politique dictatorial est par définition incompétent. Tout l'argent est parti dans les poches des dirigeants. Par contre, demain, quand il y aura un mouvement démocratique qui cherche les intérêts du peuple, là, il pourra développer le pays et échanger 100 milliards au lieu de 10 actuellement. Donc même la raison économique est fausse. Elle est fausse. Ce n'est pas ça qui justifie la complaisance avec les mollahs. Et je m'arrête ici, monsieur. Je me félicite parce que il y a 15-16 ans, il y avait 2 ou 3 Américains.
derrière l'OMPI. Mais il y avait déjà un certain nombre de dizaines d'Européens. Et puis le nombre d'Européens, des députés, des élus du peuple dans 28 États, pendant que leurs gouvernants classaient l'OMPI dans la liste, eh bien, ces amoureux de la paix, dont on avait un spécimen ici à côté de nous, M. Struan Stevenson, Stuart. Désolé. Je vous ai dit que mon anglais était pauvre. Écossais. Mon écossais, c'est bon. Ils ont été des milliers, j'ai vu grandir des milliers d'élus, des peuples, des États à soutenir l'OMPI et continuer à le faire pendant que leurs gouvernants les classaient dans la liste des organisations terroristes. C'est donc et maintenant, les Américains, et ça je m'en félicite, ils sont maintenant des cinquantaines et qui ont été placés, qui ont connu des niveaux de responsabilité très élevés. Et c'est ça qui me réconforte parce que nous sommes plus nombreux maintenant à expliquer la réalité de la lutte du peuple iranien, la réalité de la résistance iranienne et les enjeux que ça représente, non seulement pour le peuple iranien, mais pour nous tous en tant que membres de la communauté internationale et amoureux de la paix et de la justice. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Prime Minister. I want to thank all of our panelists. We have time for some questions before our session is scheduled to end, and I want to take the prerogative to start by highlighting, I think, a theme of all the comments that you heard from the panelists, which is that much has changed. Much has changed over the past few years. Much is continuing to change, and it's changing in a positive direction for the forces of democracy and freedom in Iran. So I want to ask our panelists to think for a moment, if they can, what do they expect or predict may happen over the next year or so? If they could each come up with one thought or one idea, what if we are meeting here a year from now, or perhaps meeting in Tehran a year from now? What will have happened in the interim that grows out of what we're seeing today? And let me start with the Attorney General, please. I'm going to express hope, not necessarily a prediction, that a year from now, Mrs. Rajavi will have come to the United States, and that will precipitate a level of support that you can only imagine. Because she has such an electrifying personality and a message that is so consistent with the traditions of the United States that if she comes to the U.S., the level of support for PMOI and the level of opposition to the Iranian regime will have grown dramatically in the United States to the point where it'll be a real threat. Louis? Yeah, I think I'll really echo Judge McCasey's characterization. I think two forces have to join together in a much more powerful way. I think one is the economic deterioration of the Iranian economy. So the World Bank says that the estimate in growth for this year was 4.1%. It's revised downward now to 3.1% and down to 2.8% to 2019. 64,000 rial exchanging for a dollar may look pretty good in a few months from now. So I think the economic deterioration, which is driving the bazaar and supporting the other brave people who are in front lines here, is going to continue, but I think it has to be joined and married with the filling of the vacuum of alternatives and leadership. And I think, as the Attorney General said, if we can correctly join together, and if in the perspective of the Iranian people, it is joined together, the economic deterioration, which the secondary sanctions will enhance, and the leadership that would be
very, very apparent if Mrs. Rajavi is standing in the Rose Garden with the President of the United States. That force together will be an unstoppable force. I think when the pain that the Iranian people are suffering economically can be traced directly back to the corruption of this regime, that is when the bottom will fall out, and that is when real change will happen. And our challenge is to work with the opposition, with the young people who understand this, and make sure that it is more broadly known throughout the country, throughout these 142 communities where we've seen protests. Ça fait plus de 50 ans que l'OMPI s'est crédibilisé comme un mouvement de résistance. Et moi, je suggère que la reconnaissance internationale du CNRI soit faite par un certain nombre d'États. Et je pense que le président Trump est tout à fait capable d'en décider pour ce qui concerne les États-Unis. Imaginez l'immense retentissement qu'aurait la reconnaissance du CNRI par le président des États-Unis, comme cela a été fait avec l'OLP et Yasser Arafat voici quelques dizaines d'années. Ce serait un formidable coup de tonnerre et je crois que là, les choses, évidemment, sur le plan politique, indépendamment de tout ce qui se passe sur le plan économique, seraient bouleversées. Strong. This regime cannot survive. You know, when you consider the 80 million people who have been oppressed for 39 years, and consider there's only a tiny minority now who rely on the mullahs for their livelihood. A tiny minority. They have the guns, of course, but the people are now saying, you know, we are prepared to pay the ultimate price to get rid of this evil regime. And I think if you ask me the question, you know, where will we be 1 year from now, 2 years from now, we will be in a safer world with these mullahs, these fascist clerics sent to the dustbin of history, some of them hopefully brought to the courts in Europe to face the crimes against humanity that they have committed. The others sent to outer space, I don't care where they go, just so long as we get rid of them. Mr. Prime Minister. Oui, ce qui s'est passé depuis l'an dernier est très très important. À ne pas comparer avec les manifestations populaires, certes, que vous avez évoquées, Monsieur le Président, qui ont eu lieu en 2009. Mais c'était vraiment réduit à l'histoire d'élections présidentielles, les pour, les contre, les candidats qui sont d'ailleurs que des marionnettes, parce que le vrai pouvoir est au niveau des Pasdaran et de Khamenei. Il faut cesser d'être naïf. Et je cite volontiers l'exemple de l'Algérie parce qu'il est exemplaire. L'Algérie est le seul pays qui n'avait pas de relation politique avec le Shah, avec le régime du Shah, juste limité au pétrole, parce qu'il y avait une froideur. Par contre, l'Algérie a soutenu à fond la révolution islamique. Parce que nous avons cru que c'était une vraie révolution et une vraie révolution islamique. Et vous remarquerez que l'Algérie a été le seul pays qui n'a pas fait la guerre à l'Iran quand toute la région lui a fait la guerre. Et l'Algérie a eu toujours une attitude fraternelle et amicale avec le régime des mollahs. Elle a même sorti du guêpier dans ses relations avec les États-Unis. N'oublions pas que l'affaire des otages, qui avait empoisonné les relations entre l'administration américaine a été réglée grâce à l'intermédiation de l'Algérie. Eh bien, malgré ça, en 1990, 1991,
80, les Iraniens ont commencé à construire des réseaux à eux en Algérie pour pouvoir. Et moi-même, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai entendu Velayati, le ministre des Affaires étrangères, me demander, vous ouvrez vos mosquées aux Wahhabites, eh bien, ouvrez-nous vos mosquées aussi à nous. Vous savez, je lui ai dit, donc vous voulez que l'Algérie soit le champ de bataille, hein, un champ de bataille religieux entre vous et nous. Et ce n'est pas une question de gratitude, ce n'est pas une question d'ingratitude. Ce pays que nous avons soutenu, eh bien, quand nous sommes rentrés dans l'épreuve, ils ont, eux, soutenu nos ennemis, c'est-à-dire les terroristes. Ils les ont soutenus matériellement. Donc, c'est une question, la stratégie est supérieure à tout. La stratégie iranienne, c'est de prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les manifestations qui ont eu lieu depuis quelques mois sont beaucoup plus graves. Elles indiquent qu'on est passé à un nouveau stade, qui est, à mon avis, le stade de la décomposition finale. Pourquoi? Parce que ce peuple, il ne peut être que très fragile, très instable, quand il voit la différence entre ses possibilités considérables. Il a les 4e réserves mondiales de gaz, il a le pétrole, il a l'histoire, il a l'eau, il a la terre, et puis il voit son état, et il voit que ces milliards de dollars sont en train... Alors, il est arrivé à un moment où il dit, ça suffit, on arrête. Il souffre tellement, mais il y aurait à l'instant un gouvernement merveilleux, il ne peut pas lui donner ce qu'il lui demande. C'est trop tard, c'est trop. Le peuple ne peut... Alors, donc, on est rentré dans une spirale. Je ne peux pas... Ici, il y a une manifestation de la CGT sur une revendication, c'est possible, le pouvoir peut donner. Mais là, le pouvoir des mollahs, il a tout pris. Il ne peut rien donner. Il ne peut rien donner aux exigences du peuple. Ce qui fait qu'on va rentrer, on est rentré déjà dans la spirale, manifestation, répression, et ainsi de suite. Donc, le pouvoir, autant il est fort vis-à-vis du citoyen qui a les mains nues, qui n'a rien entre les mains. Il n'a pas les armes, il n'a pas. Mais la réalité, il ne peut rien contre la réalité. Le moment va venir où ce régime va s'écrouler. Et ça, ce n'est pas une prédiction, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc, il faut que nous préparions ce moment-là pour qu'à ce moment-là, il y ait une force qui n'est pas le chaos en Iran. Et cette seule force qui est capable d'empêcher le chaos, c'est l'OEP. Thank you, Mr. Prime Minister. I'm not sure that we can end on a better note than your warning and prediction of coming change in Iran.